dans la couverture de ces populations à risque, puisque vous m'aviez dit, et ça s'est vérifié dans les articles, qu'on était le 15e pays d'Europe pour la couverture des populations à risque et qu'on est le dernier pays d'Europe de l'Ouest pour la couverture vaccinale de ces populations à risque. Donc finalement, vous, votre stratégie alternative, ça serait de dire, en liaison avec ce papier-là, plutôt que d'avoir un bouclier universel, il faut avoir aussi de la défense ciblée. Bien sûr, c'est tout à fait ça que je dis. Et encore une fois, ça s'appelle une politique de santé, ça s'appelle une politique de soins. Ça implique du temps soignant. Ça implique des soignants avec des heures dédiées à ça. Voilà. L'avantage de cette brutale politique du chiffre, parce que moi j'appelle ça une politique du chiffre, c'est que ça se fait sans personne. Il n'y a pas besoin de main-d'œuvre en fait. On met des applis. D'ailleurs, même l'appli Vite ma dose, j'ai appris récemment par un de mes étudiants que c'est un individu lambda qui l'a créé devant l'incurie du gouvernement. Hein. Donc, à la limite, c'est même des agents privés qui vont faire les applis tout seuls. Hein. Ça se fait comme ça tout seul. Alors, on va sur Vite ma dose, les gens se débrouillent. On met, c'est de la vaccination de masse. Hein. On met des tentes militaires s'il le faut, et on avance, et tout ça est à bas coût, bien sûr. Hein, alors, ça me fait penser à un autre truc, mais là, il ne faut pas que je dérive trop, mais c'est la stratégie économique. Puisque la stratégie économique, on arrose, alors le crédit impôt compétitivité emploi, c'était 20 milliards d'euros, mais à peu près tout est fait comme ça. On arrose de dizaines de milliards d'euros sans aucun ciblage. Là encore, de la même manière, sur le vaccin, on arrose de manière générale sans ciblage, et on peut même se demander s'il n'y a pas là, avec la mise en place du pass sanitaire, presque un effet de presque cibler les populations qu'il faudrait le moins cibler. C'est-à-dire que ceux qui vont être le plus en panique et se dire bon sang, je ne veux pas passer un été pourri à pas pouvoir entrer dans un bar ou dans un restaurant, c'est finalement les plus jeunes qui sont les moins à risque et pourtant qui vont être les premiers à se précipiter pour aller se faire vacciner sans doute pour pouvoir juste continuer à vivre. Exactement. Là, on va même aller plus loin puisqu'on va même vacciner les enfants de 12, 13 ans, chez lesquels il est absolument certain qu'il y ait un bénéfice-risque favorable. Il est même plutôt très probable que le bénéfice-risque soit défavorable. Donc, on est en train de déclencher toute une espèce de vent de panique dans le pays. Tout le monde va devoir vacciner ses enfants, bien souvent à contre-cœur et avec une grande ou une légère inquiétude ou un point d'interrogation assez insupportable. Et au même moment, tous ceux qui devraient être visés sont laissés de côté. Puisque, évidemment, ils vont continuer à se marginaliser. Hein, si on prend les publics marginalisés, qui sont très nombreux en santé, hein, il y a beaucoup de gens qui sont loin du système de santé, eh bien, ils vont continuer à se marginaliser encore plus, puisqu'ils vont être stigmatisés, etc. Donc, on entre dans des mécanismes de cercle vicieux. Donc, on ne va pas se retrouver avec une France de CSP+, survaccinés, faisant sans cesse leur rappel, etc. Et puis, une partie de la France, une sorte de quart-monde complètement abandonné dans des zones… Non, ça n'a pas de sens. Donc, cette politique est absurde. Et maintenant, l'argument qu'on pourrait m'opposer, qui est « vous voulez faire une politique de santé, vous voulez que la vaccination soit un acte de soin, mais vous rêvez, on est dans l'urgence », bon, ben dans ce cas-là, on ne va jamais s'en sortir, puisqu'on va être tout le temps dans l'urgence. Donc, dans ce cas-là, c'en est fini définitivement de la politique de santé. Soyons clairs, puisque là, on a ce variant, mais tout le monde sait très bien, enfin, il y a de très, très fortes chances, on peut conjecturer de manière assez certaine qu'il va y en avoir d'autres variants. Un nouveau variant. Il y a des frontières qui sont poreuses, parce qu'on n'est pas une île et on ne pourra pas l'être. Donc, il y aura toujours des variantes qui viendront des autres pays, à supposer qu'on arrive à faire une stratégie zéro variant Delta, ce qui est impossible. Mais enfin bon, il y aura toujours des variants qui reviendront de l'extérieur, pendant plusieurs années probablement. C'est ce que disent les milieux scientifiques. Et puis, le fait de mettre des barrières, le fait de mettre un vaccin peut tout à fait déclencher plus de variants. C'est normal, ça fait partie c'est ce qui se passe avec la grippe. Il n'y a pas de drame à ça, mais c'est ce qui se passe aussi. Et enfin, quand on a des élevages animaux qui sont des foyers à accélération de variation industrielle et qu'on laisse en l'état, de toute façon, ça va sans cesse se reproduire. Bon, donc, les causes n'étant pas soignées, hein, des zoonoses, etc., et la mécanique de la variation étant très difficile à éradiquer, à partir de là, on va toujours être dans l'urgence. Il y aura toujours des nouveaux variants. Quand je dis toujours, entendons-nous bien, hein, pendant un certain nombre d'années indéfinies.
Et donc, enfin, en tout cas, moi, dans les milieux médicaux dans lesquels je travaille, avec Ça fait un an que de toute façon, on nous pensait. C'est ça, exactement. Parce que ça nous interdit de penser, le fait de nous dire on est dans l'urgence. C'est une excellente formule. Je pense que là, il faut reprendre le droit de penser. Je peux comprendre, même si je n'ai pas partagé cet état-là, moi, le 17 mars, que beaucoup étaient sidérés, n'aient plus voulu penser. Bon, moi, ce n'était pas mon attitude, mais je peux le comprendre. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Les gens ont reçu un coup de massue sur la tête et ça peut se comprendre. On bascule dans quelque chose de radicalement inconnu. Maintenant, on voit bien que c'est quelque chose qui se chronicise. Dans les milieux scientifiques avec lesquels je travaille, on table sur quelque chose de type grippe. Ça ne veut pas du tout dire que ce ne soit pas grave, hein, ça peut continuer à être très grave et très compliqué, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il va maintenant falloir réfléchir sur le long terme. Et donc, de la même manière qu'on ne va pas pouvoir confiner les gens dès qu'il les enfermer, dès qu'il y a une remontée des contaminations, on ne va pas pouvoir vacciner 100% des populations, parce que si on continue ce raisonnement, eh ben, on continue d'abandonner les personnes âgées qui sont loin du système de santé, les malades chroniques, les personnes obèses, toutes les zones défavorisées qui sont des déserts médicaux qui sont bien souvent urbains. Continuons à les abandonner, laissons tout ça prospérer et mettons-nous, tant qu'on y est, à vacciner les enfants de moins de 12 ans, 6-12. Et ensuite, comme ça ne suffira pas, pourquoi pas les nourrissons, puisqu'il y a certains pays qui en sont là. Donc, c'est une fuite en avant. Alors donc, je vous rappeler sur les 12-18 ans, qui est donc la tranche qui va là devoir presque, hein, parce que se faire vacciner, parce que moi j'ai un gosse, il va avoir 12 ans et demi. C'est juste à un moment, est-ce qu'il va pouvoir avoir une vie normale ou pas une vie normale, et il y a une espèce de contrainte qui pèse sur le fait qu'il va se faire vacciner, non pas pour des raisons de santé, puisque il n'y a pas pour l'instant, les cas de Covid graves chez les enfants, ils n'existent quasiment pas. En revanche, il va le faire. S'il le fait, ça sera juste pour pouvoir continuer à vivre à peu près normalement. Vous m'avez fait passer qui dit à propos des enfants, le recul existant ne permet pas d'assurer la pleine sécurité de ces nouveaux vaccins chez l'adolescent. Donc là, il y aurait un bénéfice de ce vaccin qui serait inférieur au risque, parce qu'il y aurait plus de risques d'être hospitalisé pour myocardite aujourd'hui que de se faire hospitaliser du Covid si on n'est pas vacciné, pour les 12-18 ans. En gros, ça s'inverse à partir de 24 ans quand je regarde les statistiques. À partir de 24 ans, il y a plus de bénéfices à être vacciné que à ne pas l'être. Alors, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que on est dans des hypothèses. Hein. Il faut attention et il ne faut pas faire comme les membres du gouvernement. On a peu de certitudes en la matière. On travaille à partir d'hypothèses, à partir des premières données. Et on est obligé d'être dans une démarche que Bachelard appelait la connaissance approchée, hein, plus que jamais dans les sciences de la vie. Ça, c'est tout à fait normal. Et là, comme même que là, depuis un an, on mène une espèce d'expérience géante et qu'on essaye des choses, on voit ce qui marche pas dans un certain nombre de pays, ainsi de suite. Et c'est comme si on menait une expérience sur. On était condamné au fait comme on connaît mal le variant, enfin le virus et ses variants, à avoir une approche expérimentale, quoi. On est dans un moment qui est difficile puisqu'on est face à une maladie qui est grave, qui est compliquée à gérer sur un plan collectif, parce que ce qui est le plus compliqué, c'est la coïncidence synchronique des cas, c'est-à-dire que tous les cas arrivent en même temps. Et donc, on a le phénomène d'embouteillage, même sur un système de soins assez bon, et évidemment qui se dramatise pour les systèmes de soins détruits ou abîmés comme les nôtres. Donc, tout ça est compliqué. C'est nouveau. Donc, forcément, on teste des hypothèses qui parfois sont vérifiées, qui parfois échouent. Il n'y a rien de criminel à ça, c'est tout à fait normal. Mais pour autant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, que des expérimentations soient menées, c'est normal. On essaie, les politiques publiques tentent des choses, mais elles doivent, ces expérimentations, être bordées par des principes qui sécurisent l'expérimentation et qui permettent d'associer les populations concernées dans une démarche rationnelle. Alors, pour revenir à la question des adolescents et des mineurs, il faut faire extrêmement attention avec les mineurs. Les mineurs ne sont pas des individus équivalents à des majeurs. Ils sont particulièrement vulnérables puisqu'il y a des droits qu'ils n'ont pas, etc. Ils peuvent être manipulés, utilisés. Hein. Bon, donc, il faut faire très attention et on ne traite pas les enfants de la même manière que les adultes. Avec les enfants, tout le monde comprendra qu'on ne peut pas prendre, on peut pas administrer des produits comme ça sans avoir des niveaux de sécurité maximum. Là, effectivement, un enfant de 12 ou 13 ans, qui parfois est un adolescent, qui parfois est encore un enfant, aujourd'hui, il faut être très clair,
Et le comité consultatif national d'éthique, le 9 juin, effectivement, l'a mis en noir sur blanc, et vous l'avez cité, eh ben, les conditions de pleine sécurité ne sont pas là. On ne les a pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ces vaccins à ARN messager, plus qu'on découvre et qui sont plutôt rassurants, même très rassurants en population générale, en particulier sur les plus âgés, plus les organismes sont jeunes, plus ils peuvent déclencher des réactions difficiles. Et aujourd'hui, les données dont on dispose, en particulier aux États-Unis, qui est le pays qui nous donne le plus de données, je pense aux données de la Food and Drug Administration, la FDA, et les centres de pharmacovigilance américains, les données sont qu'il y a de plus en plus, chaque semaine, de myocardite et péricardite sur des jeunes, et en particulier, d'ailleurs, paraît-il, plus des jeunes hommes ou des garçons que des filles ou des femmes. Bon, donc, c'est voilà, les données dont on dispose. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur cet avis du CCNE, qui donc est très récent, hein, qui date du 9 juin, on en était à 300 myocardites signalés. 15 jours après, on en était à 600. Aujourd'hui, on en est à 1000. Donc, ça veut dire que ce que je veux dire, faisons une expérience de pensée. Si on vaccine tous les milliards de mineurs de 12-18 ans sur Terre, on va avoir énormément de cas de myocardite statistiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une myocardite? C'est quelque chose dont on peut tout à fait réchapper. Ça réclame dans 9 cas sur 10 une hospitalisation, quand même. Hein, donc, ce n'est pas rien du tout. La plupart du temps, ça se soigne bien. Bon, très bien, mais l'enfant ou l'adolescent est obligé d'être hospitalisé quand même. Hein. Et puis, si c'est mal pris en charge, ça peut être fatal. Donc, imaginons tous les pays où, parfois même notre pays, où les choses ne se passent pas très, très bien. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis extrêmement étonnée qu'on puisse nous annoncer que finalement, pour les adolescents, les mineurs… Sylvain, on t'entend là. Excuse-moi, Barbara. Je suis donc très étonnée qu'on puisse aujourd'hui décréter l'obligation vaccinale pour ces populations qui sont en partie à risque par rapport à ce vaccin, même si il ne s'agit pas évidemment, mais il s'agit d'un risque mesuré, mais c'est un risque quand même. Le bénéfice est pour eux nul. Donc la balance bénéfice-risque, pour parler comme les praticiens de santé publique, elle est en défaveur des individus concernés, des mineurs. Et donc sur un plan éthique, ça n'est pas possible. On ne peut pas utiliser des cohortes de mineurs comme variable d'ajustement pour une absence de politique vaccinale efficace pour les populations cibles. Il y a quelque chose là de scandaleux. C'est un peu comme si c'était l'histoire qui se poursuivait de la même manière, parce que ça fait 1 an, excuse-moi, mais on devrait peut-être pas opposer les âges comme ça, et je veux pas le faire, mais pour protéger les plus âgés, parce que massivement, ce virus, il s'attaque aux plus âgés, qu'on a d'abord confiné et interdit de vie sociale les plus jeunes. Et aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que pour continuer à protéger les plus âgés, on va vacciner les plus jeunes, alors même qu'il y a pour eux plus de risques que de bénéfices. Oui. Alors, effectivement, les plus jeunes, depuis le début, sont particulièrement maltraités. Les jeunes, les étudiants, les jeunes qui sont non étudiants, les lycéens, les collégiens, les enfants ont énormément souffert du traitement politique de l'épidémie. Ils sont particulièrement maltraités. Mais moi, j'ai toujours résisté à l'idée d'une génération sacrifiée où effectivement, j'ai aussi les mêmes réticences que vous à opposer les générations, parce que si on regarde bien, les plus âgés ont payé aussi un très lourd tribut. Je pense aux gens en EHPAD qui ont été enfermés, à des fins de vie absolument dramatiques. Et je pense à tous ces gens âgés qui sont laissés de côté parce qu'ils ne sont pas agiles pour aller sur Vitmados, etc. Et ils sont en fait abandonnés à eux-mêmes. Donc, voilà, il faut que les classes sociales supérieures sortent de leur vision du monde et se mettent un peu à la place d'autres types de populations. Elles ont des raisonnements très souvent complètement biaisés par le fait que pour elles, c'est extrêmement simple de réserver une place chez Doctolib. Tout est très simple pour elles. Mais la réalité, quand on fait de la santé publique, c'est qu'en fait, il y a des millions de gens dans tous les pays pour lesquels c'est très, très compliqué. Voilà.
Et on le sait très bien quand on fait des politiques sociales et qu'on voit, par exemple, comment les gens décrochent à cause de la numérisation à Pôle emploi, etc. Et les gens s'enfoncent. Il y a un film magnifique de Ken Loach là-dessus, qui s'appelle, j'ai oublié son titre. Moi, Daniel Blake. Exactement. Moi, Daniel Blake, on voit comment des gens très bien, rationnels et tout, mais s'enfoncent dans la difficulté parce qu'ils ne maîtrisent pas tous ces applis, cette vie digitalisée. Et donc, cette vision-là, pour moi, c'est la négation d'une vision de politique de santé. Et c'est à la place une vision qui passe que par des gadgets technologiques, qui est à bas coût, qui permet au gouvernement de ne jamais se remettre en cause sur son absence de politique de santé. Et donc, c'est si grave qu'ils en viennent à faire une chose dont moi, me suis toujours permise. Ils en viennent à s'asseoir, il n'y a pas d'autre mot, sur l'avis du Comité consultatif national d'éthique, qui demande vraiment d'envisager autre chose pour les mineurs qu'une vaccination avec ces vaccins ARN messagers, même s'ils trouvent qu'ils peuvent comprendre que des mineurs aient envie de le demander, mais ils disent que quand même, c'est vraiment pas une bonne idée au fond. Le 9 juin, on a cet avis. Le président du Comité consultatif national d'éthique s'appelle Jean-François Delfrécy. On peut donc dire qu'il connaît assez bien le président de la République, donc normalement, les informations circulent entre eux, nous osons l'espérer. Et, d'une manière incompréhensible, cet avis est tout simplement, non seulement complètement méprisé par le président de la République, mais, j'ai beaucoup regardé la presse, quasiment censuré dans la presse. Il y a eu 2-3 comptes rendus très rapides dans Le Monde, je crois. Voilà, il y a eu cet avis. Plus personne n'en a parlé. Moi, je regarde beaucoup parce que c'est un peu l'un de mes matériaux de travail. Je regarde beaucoup les plateaux télé. J'écoute beaucoup les chroniqueurs, etc. depuis des années, ce qu'on appelle les experts, parce que c'est ma manière de travailler aussi. Et j'ai bien remarqué qu'il n'y en avait pas un qui prenait la peine de rappeler qu'il y avait cet avis du CCNE. Donc, là, ça commence à devenir très embêtant parce qu'on se met à censurer des informations très importantes. Censurer, peut-être que certains vont trouver que je vais un peu loin. Moi, je suis désolée, il y a un moment, ça relève de cela. C'est-à-dire que l'avis du CCNE, personne n'en parle. Donc, une autorité officielle. Donc, le premier point,